Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir de la console sur Linux et Ubuntu de manière générale. Nous allons voir qu'est-ce que la console, pourquoi l'utiliser. Et en fait dans cette vidéo en particulier nous allons voir quelques généralités. Donc par exemple la relativité des chemins, les types de fichiers et les droits sous Unix. Enfin nous allons faire une première approche avec, nous définirons ce que c'est qu'une commande, qu'un argument. Nous allons réaliser notre première commande et apprendre quelques raccourcis pratiques. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais m'aider d'un diaporama qui sera disponible sur le site, sur l'article lié à cette vidéo. Donc vous pouvez le modifier, le distribuer gratuitement sans problème. En revanche, il est possible que quelques petites fautes d'orthographe restent. Donc j'ai fait de mon mieux pour les corriger, mais si vous voyez des fautes d'orthographe ou des fautes tout court, n'hésitez pas à me le signaler par email ou via un commentaire sur le blog. Donc commençons. Introduction, qu'est-ce que la console? Donc la console, c'est un écran noir qui en attend d'une instruction. C'est une interface avec Unix, il offre à l'utilisateur une interface de base avec le système d'exploitation. Donc sur Ubuntu, ça ressemble à une fenêtre noire. C'est disponible dans Applications, Accessoires et Terminal. Et ça ressemble à ça. Donc la console ci-dessus, c'est une console en mode graphique, c'est-à-dire qu'elle est inclue dans une fenêtre comme un programme dans le système. Donc il faut savoir que toutes les consoles ne sont pas comme ça. Il arrive assez fréquemment que l'on ait des consoles, mais pas en mode graphique, en mode console quoi. C'est-à-dire, lorsque par exemple on n'a pas d'environnement graphique qui est démarré, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la souris, et dans ce cas-là on peut manipuler le système qu'avec la console. Donc en fait l'optique de cette vidéo, ça va nous apprendre un peu à nous servir de la console sans utiliser la souris, uniquement en clavier. Par ailleurs, il y aura au moins 4 ou 5 vidéos pour apprendre la console bien correctement. Donc dans cette première vidéo, nous allons simplement voir les bases, mais vraiment les bases. Donc la ligne ici, sur ma console, c'est celle-ci, là, je vais surligner. Je vais faire un petit zoom. C'est ce qu'on appelle le prompt. Donc cette ligne, en fait, elle nous donne énormément d'informations, mais nous allons la décortiquer plus tard. Donc pourquoi utiliser la console? Parce qu'à première vue, la console, c'est dépassé. Parce qu'on ne peut pas utiliser la souris, on a uniquement accès au clavier. C'est pas graphique, il n'y a pas d'icône. On se demande, la première fois qu'on voit ça, à quoi ça sert. Moi, je préfère la souris, les icônes, tout en mode graphique. En réalité, la console est bien plus puissante qu'un environnement graphique courant. Elle permet de réaliser certaines tâches beaucoup plus rapidement qu'en utilisant la souris. Et en plus, l'avantage, c'est que les commandes standard Unix, c'est-à-dire la plupart des commandes que l'on va prendre dans les vidéos qui vont suivre, ces commandes, elles n'ont pas bougé depuis 30 ans. C'est-à-dire que ces commandes existent depuis 30 ans et elles fonctionnent toujours. Donc ça, c'est quand même assez surprenant, surtout dans le domaine de l'informatique qui bouge tout le temps. Mais nous allons voir pourquoi un peu plus tard. Donc en fait, en les apprenant une fois, on est tranquille pendant un bout de temps. Donc ça vaut le coup de s'investir. Donc maintenant, un petit peu d'histoire et de culture générale, on va dire. Pourquoi la console est-elle si puissante? Pourquoi les lignes de commande sont-elles aussi puissantes, même 30 ans après? Donc en fait, ça vient des principes de la boîte à outils Unix. Donc la boîte à outils Unix, en fait, c'est tous les petits programmes autour d'Unix, comme par exemple les programmes qui permettent de copier, déplacer, ce genre de choses. Donc en fait, ces programmes ont été écrits selon 3 principes qui sont: petit 1, écrire des programmes qui font une seule chose et qui la font bien. Petit 2, écrire des programmes qui peuvent communiquer entre eux. Et petit 3, écrire des programmes qui manipulent du texte car c'est l'interface universelle. Donc en fait, c'est ces 3 règles combinées ensemble qui font que la console, même 30 ans après et même après toutes les évolutions de l'informatique, reste toujours aussi puissante actuellement. Donc pour le moment, dans la première vidéo, nous n'allons pas voir la puissance concrète de la console, puisqu'on va seulement aborder des commandes de base. Mais une fois qu'on va commencer à chaîner les commandes et faire ce genre de manipulation, on va vraiment se rendre compte de la puissance d'une console. Donc je vais quand même prendre un exemple pour vous montrer un peu la puissance de la console. Imaginons que je souhaite compter le nombre d'images contenues dans mon dossier images, qui se situe dans mon répertoire personnel. En mode graphique, comment je fais? Je compte les fichiers un à un en prenant le risque de me tromper. Donc on va prendre un exemple, on va faire ça concrètement. Je vais ouvrir mon dossier images. Donc là j'ai plein d'images en point .png par exemple.
Donc imaginons que je souhaite compter toutes les images en .png. Donc là en fait c'est relativement facile en mode graphique puisque j'ai seulement qu'à sélectionner toutes mes images vu qu'elles sont quasiment toutes en PNG. Donc là ça me dit en bas en zoomant que j'en ai 42. Bon là l'exemple n'est pas super approprié, mais imaginons que j'ai des images PNG, des images JPEG et que je souhaite compter seulement les images PNG. Comment je fais? En mode graphique, je serais obligé de compter un à un les fichiers ou de passer par un tri en faisant un fichage trié par le nom par exemple, je sais pas. Bref, c'est compliqué. En mode console, comment je fais? Avec une ligne de commande que je vais taper tout de suite. Hop, on va monter pour que vous puissiez voir aussi en bas. Donc avec une ligne de commande qui est en fait un enchaînement de plusieurs commandes qui respectent le principe des trois principes que j'ai énoncés un peu plus haut. Mais on va pas entrer dans les détails parce que ce serait un peu trop compliqué pour le moment. Donc en fait, rien qu'avec cette commande, ça va me permettre de compter le nombre d'images au format PNG de mon dossier images. Donc si je fais entrée, il me répond qu'il y a 42 images au format PNG de mon dossier images. C'est quand même relativement puissant. En une ligne, j'ai le résultat que j'aurais mis au moins 5 minutes à compter avec le mode graphique. Et encore, c'est un exemple très simple. En réalité, c'est bien plus puissant. Ça, on peut faire des choses vraiment super puissantes. Donc maintenant, on va parler de quelques généralités dans le domaine d'Unix et d'Ubuntu en général. Donc il faut savoir que sur GNU Linux, l'architecture des dossiers est très différente de Windows. Donc j'ai fait un petit récapitulatif des différents dossiers importants que l'on retrouve couramment. Donc le dossier racine, en fait, c'est le dossier parent de tous les autres dossiers. C'est-à-dire c'est lui qui est en haut. Ça serait un peu l'équivalent du C2 point sur Windows. Ensuite, on a un ensemble de dossiers. Donc j'ai fait une petite description de à quoi elles correspondent. Ça peut être utile de savoir à peu près. Comme ça, en cas de problème ou si on veut bidouiller, on peut facilement s'y retrouver. Donc je vais vous montrer graphiquement le dossier racine. C'est ceci, voilà. Dans le dossier racine, on a plein de sous-dossiers qui sont assez importants, qu'il faut à peu près connaître. On a le dossier Home qui est important parce qu'il contient tous les répertoires personnels des utilisateurs. On a le dossier Média qui contient tous les périphériques comme les clés USB qui sont montées. La plupart du temps, c'est pas obligé. Donc là, ça correspond à une clé USB. Puis on a le dossier boot par exemple qui contient les fichiers de démarrage. Et en fait, il faut savoir que généralement ces dossiers, pas tout le temps, mais correspondent à des partitions, c'est-à-dire que dans mon exemple personnel, le dossier boot, c'est une partition à part, le dossier home, c'est une partition à part, et ça en fait, ça permet en cas de crash du système par exemple, plutôt que de tout formater, dans mon dossier home, j'aurai toujours mes documents, et le dossier boot, c'est en cas de problème avec au niveau du boot, je puisse seulement changer cette partition sans avoir effacé tout le système. Enfin bref, ça c'est une parenthèse qui n'est pas très utile. Bref, voilà tous les dossiers principaux. Je vous recommande quand même d'apprendre vite fait à quoi correspond chaque dossier. C'est pas obligé, mais c'est recommandé. Ensuite, la relativité de chemin. Donc ça, c'est une notion très importante. Il existe deux manières d'écrire le chemin d'un fichier, de manière relative et de manière absolue. Donc de manière absolue, c'est la liste en fait des différents répertoires traversés pour aller de la racine au fichier. Donc les différents répertoires sont séparés par le séparateur slash. Donc en fait, il faut savoir que la racine, c'est représenté par slash. Et que la manière absolue, en fait, c'est la liste de tous les dossiers qu'on va parcourir pour accéder à ce fichier. Donc par exemple, si je veux accéder au fichier, imaginons, je vais dans mon dossier tuto. Si je le retrouve, le voilà. Si je veux accéder à ce fichier-là, console intro.odp, de manière absolue, en fait, je serai obligé de marquer le chemin complet. C'est-à-dire que je vais être obligé de marquer la racine, / home, / Mandrzejewski, donc mon nom d'utilisateur, / tuto console, et le nom du fichier. De manière relative, c'est pas pareil. La manière relative, en fait, ça permet d'écrire le chemin par rapport au répertoire dans lequel on se situe actuellement. Donc la définition que j'ai écrite, c'est la liste des différents répertoires traversés pour aller du répertoire courant, donc c'est le répertoire dans lequel on se situe actuellement, au fichier. Donc là, par exemple, si je me situe déjà dans le dossier Mandrzejewski, tout ce que j'ai à faire pour aller chercher mon fichier
tuto console, c'est d'aller dans le dossier tuto console et d'aller dans console intro. Donc ça, concrètement, en mode graphique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dès qu'on est en mode console, ça nous permet d'économiser du texte à écrire. Donc par exemple, à la place d'écrire /home/ Madrigeski /tuto console/ le nom du fichier, j'aurais seulement à écrire par exemple tilde / tuto console / console intro. Donc c'est une manière plus rapide d'écrire, mais pour le moment ça va être un peu flou comme notion, mais on va voir ça tout de suite concrètement une fois qu'on aura attaqué les commandes. Je tiens à préciser aussi que ceux qui travaillent dans le domaine du web ont sûrement entendu parler de cette notion, parce que dans les sites internet, quand on crée des sites internet, on doit souvent jouer entre ces deux méthodes pour aller faire pointer des fichiers par exemple. Ensuite, les types de fichiers sous Unix. Donc ça par contre c'est quelque chose qui va être assez bizarre au début. Donc en fait il faut savoir que sous Unix tout est un fichier. Donc moi j'ai simplifié la chose en disant que pour faire simple, il existe deux grands types de fichiers, les fichiers normaux, donc les fichiers texte, MP3, JPEG, tout ça, et les fichiers spéciaux qui correspondent à votre lecteur CD, clé USB, dossier. Donc c'est un peu bizarre que votre lecteur CD soit un fichier en fait, mais sous Unix c'est comme ça. En réalité j'ai fait un petit tableau avec tous les types de fichiers qui existent, les différentes catégories. Donc les fichiers ordinaires réguliers, donc ça correspond en fait aux fichiers normaux, les textes, les programmes, le son, images. Il y a les répertoires, qui sont les répertoires comme on les connaît, des collections de fichiers ou de répertoires. Les liens symboliques qui correspondraient en fait à l'équivalent des raccourcis. Après, tube nommé, socket Unix, bon ça on ne le rencontre pas très souvent, en tout cas pas à notre niveau pour le moment. Les périphériques caractères, ce serait les points d'accès périphériques en mode caractère, c'est-à-dire les claviers, les souris, imprimantes. Et les périphériques blocs, généralement, c'est tout ce qui est stockage, comme les disques, les CD, les disquettes. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard, dès qu'on verra notre première commande. Nous allons voir la signification, en fait, des petits caractères que j'ai mis ici, en fait. Ceux-ci. Parce que ça, en fait, ça correspond à comment c'est pointé en mode console, à comment c'est représenté en mode console. On verra ça un peu plus tard. Donc les droits sous Unix, là par contre, c'est différent de Windows, très différent. Donc la gestion des droits sous Unix est très puissante sans être trop compliquée. Donc en fait, c'est pour faire la petite parenthèse, c'est un des éléments qui fait que Linux possède très peu de virus, c'est que la gestion des droits est très bien faite, contrairement à Windows. Donc en fait, il faut savoir qu'un utilisateur a le droit de faire trois choses sur un fichier: le lire, l'écrire, donc le modifier, et l'exécuter comme un programme. De la même manière, il existe plusieurs types d'utilisateurs pour un fichier donné: l'utilisateur propriétaire d'un fichier, le groupe propriétaire du fichier et les autres utilisateurs. Donc en fait, il y a encore un autre utilisateur, c'est-à-dire le super utilisateur, que l'on appelle couramment l'utilisateur root, qui correspond en fait à l'administrateur, qui a tous les droits. Donc lui, on ne s'en occupe pas. De toute manière, il a le droit de tout faire. Donc là, j'ai fait un petit tableau en fait qui récapitule ce que j'ai dit juste avant. Donc en fait, dans le diaporama, j'ai mis généralement le français et la traduction en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que la plupart des noms des commandes ou des arguments ou tout tiré de l'anglais. Donc par conséquent, en apprenant les mots en anglais, on retient plus facilement. Donc le droit de lecture, c'est read en anglais, R en mode console. Le mode octal, on verra ça plus tard. Écriture, c'est write et c'est W. Exécution, c'est execute et c'est X. Propriétaire, bon, c'est l'user, c'est U. Groupe propriétaire, c'est groupe et c'est G. Et les autres utilisateurs, c'est other et c'est O. Donc les droits noctales seront utiles lorsqu'on va changer de droit d'un fichier. Donc ça, on verra ça un peu plus tard dans le deuxième diaporama. Donc les droits sur Unix. La plupart des droits d'un fichier, enfin la plupart du temps, les droits d'un fichier sont représentés sous forme de lignes. Par conséquent, il faut apprendre à lire ces droits qui respectent un formalisme précis. Donc par exemple, si je tape une commande pour illustrer un peu mes propos, je vais faire... je vais remonter dans mon dossier. On va faire un ls-l ici. Voilà. Donc imaginons que je prenne la dernière ligne en fait, ici. Je vais remonter un peu ça.
Parce qu'en fait, ce que j'ai ici, pris ici dans le diaporama, ça correspond à une ligne de la commande ls-l. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc en fait, le premier caractère, mince, le zoom qui bug, le premier caractère, ça correspond au type de fichier. Donc le type de fichier, en fait, j'en ai parlé juste avant, c'est ici. Donc là, quand il y a un tiré, ça veut dire que c'est un fichier ordinaire régulier. Donc là, déjà, on sait que fichier 1.txt, c'est un fichier régulier. Et ensuite, il y a un bloc qui correspond au droit. Ce bloc est séparé en 3 autres petits blocs qui se lisent 3 caractères par 3 caractères. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Le premier bloc de 3 caractères correspond au droit pour le propriétaire du fichier. Le second bloc de 3 caractères correspond au droit pour le groupe propriétaire du fichier. Et le dernier bloc correspond au droit pour tous les autres utilisateurs qui ne sont pas dans le groupe propriétaire et qui ne sont pas non plus dans le... Enfin, qui ne sont pas l'utilisateur, le propriétaire du fichier. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est très simple. C'est juste un peu difficile à expliquer. Donc c'est séparé en 3. Et en fait, on a 3 droits. La lecture, l'écriture et l'exécution, dans cet ordre précis. Donc le premier droit à lecture, on remarque ici que dans notre cas, le propriétaire du fichier a le droit de lire, d'écrire parce qu'il y a read, write, mais en revanche, le droit exécuter, c'est-à-dire X, n'est pas présent. Il y a un trait à la place. Quand il y a un trait, ça veut dire que le droit n'est pas attribué. Donc le propriétaire du fichier a le droit de lire et de modifier son fichier, mais il n'a pas le droit d'exécuter. Ensuite, le groupe propriétaire, il a seulement le droit de lire le fichier, et de même pour tous les autres utilisateurs. Donc voilà comment fonctionnent les droits sous Unix. C'est assez simple une fois qu'on a compris le système. Et puis voilà, on va passer à la suite, le prompt. Donc comme je l'ai dit juste avant, le prompt donne énormément d'informations. Donc la première information qu'il nous donne, c'est le pseudonyme, le nom d'utilisateur. Ensuite, il y a un séparateur qui est l'arrobase, qui veut dire at, chez par exemple en anglais. Ensuite, on a le nom de l'ordinateur, donc là c'est Madrijeski-laptop, tout simplement parce que c'est mon ordinateur portable, et que c'est le nom qui a été attribué par défaut lorsque j'ai installé Unix sur mon ordi. Ensuite, il y a un séparateur qui sont les 2 points. Ensuite, ici, la petite vague. En fait, ça s'appelle un tilde comme caractère. Et quand c'est un tilde, ça veut dire que c'est le répertoire personnel de l'utilisateur. Donc là, ça veut dire que je me situe dans mon répertoire personnel. Et le dollar, ça indique le niveau d'autorisation de l'utilisateur. Donc si je prends un deuxième exemple avec la commande que j'ai actuellement. Donc on va faire un petit zoom. Donc ici, ça c'est mon nom d'utilisateur en premier. Ensuite le at qui veut dire chez en fait. Donc Madrijeski chez l'ordinateur Madrijeski desktop, ça voudrait dire quelque chose comme ça. Mince. Donc je vais arrêter de zoomer, parce qu'en fait ça fait bugger mon truc. Le nom de l'ordinateur en deuxième. Les 2 points qui correspondent à un séparateur. Le tilde qui correspond au répertoire personnel / tuto console. Donc le répertoire personnel en fait ça veut dire le tilde, ça correspondrait en fait à /home / utilisateur, quelque chose comme ça. C'est juste un raccourci pour gagner de la place et que ça plus rapidement. Et enfin le dollar, ça indique que je suis en mode utilisateur simple. Si je passe en mode administrateur via la commande sudo su, que je tape le mot de passe administrateur si je ne me trompe pas. Voilà, on remarque que je change, c'est plus l'utilisateur Madrijeski qui est connecté, mais c'est l'utilisateur root, qui veut dire administrateur, toujours sur le même PC, mais dans le dossier /home /Madrijeski /tuto console. Et là, vous remarquez que le dollar a été changé par un dièse qui veut dire qu'on a tous les droits. Donc là, c'est à peu près l'exemple que j'ai repris, donc je peux en reparler.
Donc le prompt en fait donne énormément d'informations, il faut juste savoir le lire. Donc enfin on va passer un peu dans le cas concret, maintenant qu'on a vu un peu toutes les bases nécessaires. Commandes et arguments. Donc dans une console on travaille avec des commandes. Ces instructions sont nombreuses et on ne peut pas toutes les apprendre, c'est pour cela qu'il existe un manuel qui nous permet d'avoir des informations sur ces commandes. Donc on apprendra à utiliser ce manuel un peu plus tard, donc le manuel c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut vraiment apprendre à le maîtriser. Ensuite, une commande peut recevoir une indication supplémentaire, c'est ce qu'on appelle un argument. Un argument est placé après une commande, généralement précédé d'un tiré s'il est court et de 2 s'il fait plusieurs lettres. Là encore, on va voir ça un peu avec des exemples concrets un peu plus loin. Et certains arguments ont besoin d'une autre valeur pour être corrects, et une commande peut recevoir plusieurs arguments. Donc là j'ai pris des exemples. Donc commande-d majuscule. Donc là j'insiste sur le majuscule parce que sous Unix, les majuscules et les minuscules c'est pas pareil. Si j'écris commande-d minuscule, ce sera pas pareil que commande-d majuscule. Donc il y a une différence entre minuscule et majuscule. On dit que c'est sensible à la casse. Donc la commande-d majuscule, ça veut dire qu'on exécute une commande avec comme argument d majuscule. Ensuite, j'ai dit qu'on pouvait avoir plusieurs arguments, donc commande-d-a-e. Généralement, quand c'est des arguments courts comme ceci, on peut les regrouper en un seul argument en faisant commande-dae. Donc ça, c'est vrai quand les arguments sont courts et quand on n'a pas de valeur à passer à un argument. Donc la plupart du temps, c'est vrai, sauf exception. Et enfin, les paramètres longs, c'est quand un argument en fait fait plus d'un seul caractère. On met 2 tirés devant pour indiquer que c'est un paramètre long. Et le différencier en fait du tiré DAE pour faire comprendre à Unix que c'est pas un enchaînement de plusieurs commandes d'un seul. C'est pas un enchaînement d'arguments d'un seul caractère, mais un argument de plusieurs caractères. Et ensuite, on passe au paramètre la valeur 20 pour qu'il puisse fonctionner correctement. Donc, on possède désormais les bases nécessaires pour taper notre première vieille commande. Donc, j'ai déjà tapé un peu avant pour vous illustrer un peu mes propos. Donc, une commande indispensable est list, qui veut dire liste en anglais, et elle permet de lister les différents fichiers contenus dans un répertoire. Donc, si je me situe dans mon répertoire tuto console, donc là j'y suis déjà parce que le prompt l'indique, grâce à ceci. Et si je fais un ls sans argument, voilà ce qui apparaîtra. Donc là j'ai une liste des différents fichiers qui sont dans mon répertoire tuto console. Donc les fichiers en vert en fait, pour marquer que c'est coloré, quand c'est en vert ça veut dire que c'est des fichiers normaux. Là ici en bleu, on devine que c'est un répertoire. Donc du coup je pourrais aller dans ce répertoire avec la commande cd image et refaire un ls pour voir ce qu'il y a dedans. Et là, vous remarquez qu'il y a des images. Donc la coloration peut être différente d'un système à l'autre. Parfois, cette coloration n'est même pas activée. Donc là, je vous recommande d'aller faire quelques petites recherches sur Internet. Mais par défaut, sur Ubuntu, c'est activé. Voilà. Donc ensuite, si on veut associer la commande ls avec un argument, imaginons L, qui veut dire long listing format. Donc je vais faire la commande immédiatement, on ne va pas ls-l. Vous remarquez que l'affichage change parce que j'ai demandé à la commande d'avoir un peu plus d'informations sur les fichiers qu'il me renvoie. Donc là en fait, long L qui veut dire plus d'informations, long listing format. Donc vous remarquez qu'en mettant un argument, on peut modifier le comportement de la commande afin qu'elle nous sorte autre chose d'un peu plus précis de ce qu'on voudrait en fait. Donc là on retrouve notre bloc des droits ici à gauche. Donc vous remarquez que quand il y a un tiré, ça veut dire que c'est un fichier un fichier normal. Quand il y a un D, ça veut dire que c'est un dossier, et vous remarquez que même la couleur elle change. Ensuite on a les droits qui utilisent 3 caractères par 3 caractères. Donc je vais faire un petit résumé pour rappeler un peu ça. RWX, ça veut dire que l'utilisateur a le droit de lire, de modifier et d'exécuter son fichier. R-X, ça veut dire que le groupe propriétaire a le droit de lire et d'exécuter le fichier, mais il n'a pas le droit de le modifier.
et de même pour tous les autres utilisateurs. Donc voilà. Donc maintenant le manuel. Donc sous Unix, chaque commande possède un manuel. Il est essentiel de savoir le maîtriser parce que ça répond à 90% des questions qu'on se pose sur une commande. Donc d'ailleurs j'ai marqué RTFM qui veut dire Read the fucking manual, ce qui correspondrait en français à lis ce putain de manuel. Donc ça en fait c'est généralement ce qu'on dit sur les forums pour dire aux gens d'aller lire le manuel avant de poser une question. Donc pour ouvrir le manuel d'une commande, la syntaxe est la suivante. C'est man et le nom de la commande. S'affichera ensuite une page avec les informations sur la commande avec une mise en page normalisée. Donc on va apprendre à lire ce manuel qui n'est pas forcément évident pour un néophyte au premier coup d'œil. Donc si je reprends ma commande ls, imaginons, je souhaite avoir des informations sur ma commande ls. Donc si je fais man ls, ça veut dire affiche-moi le manuel de la commande ls. Et là, vous remarquez que j'ai le manuel qui s'affiche. Donc au premier abord, c'est pas super agréable à voir. À première vue, c'est un peu mise en page n'importe comment, mais en fait, ça respecte un certain formalisme. Donc ici, vous avez name et vous avez le nom de la commande, suivi d'une brève description de ce que la commande fait. Donc ici. Donc là, on apprend que la commande ls, elle liste les répertoires. En gros, elle nous affiche les fichiers contenus dans un répertoire. Donc par contre, les commandes sont très souvent en anglais et de toute manière, les traductions en français sont assez mauvaises ou incomplètes. Donc par conséquent, il faudra vous habituer à l'anglais. Ensuite, on a le synopsis de la commande qui est ici. Donc là, en fait, on nous apprend que la commande ls est utilisée avec des options et que l'on peut mettre en notre argument un chemin, par exemple, file, un chemin vers un fichier ou vers un dossier, ça marcherait aussi. Donc le synopsis, en fait, ça nous apprend comment la commande s'utilise. Ensuite, on a la description. Donc la description, en fait, ça correspond aux arguments, à tous les arguments qui sont utilisables sur la commande ls. Donc c'est une liste qui est exhaustive, c'est fait pour, un manuel c'est exhaustif, c'est pour ça que c'est pas forcément évident en premier coup d'œil. C'est fait pour être exhaustif, c'est toute la documentation de la commande. Donc, si je vais arrêter de faire des bêtises avec ça, je vais remonter. Apparemment, le manuel n'apprécie pas que j'utilise une tablette graphique, c'est pas grave. Donc ici en fait vous avez une liste de tous les arguments qui sont utilisables. Donc si je vais retrouver mon "-l" que j'utilise depuis le début, qui est ici, et vous voyez que "-l" indique ça utilise un format, comment dire, un peu plus exhaustif. En gros, ça nous donne des informations supplémentaires. Donc la plupart du temps, on passe notre temps à regarder ça, le synopsis quand on ne connaît vraiment pas la commande, mais surtout la description, parce que la plupart du temps, ce qu'on recherche, c'est des arguments. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en bas? On a l'auteur, bon, reporting bug, donc en fait c'est une adresse email en cas de problème pour reporter des bugs. Le copyright et voir aussi qui peut nous donner des informations sur les commandes qui seraient semblables à la commande que l'on consulte ou qui seraient dans le même esprit. Donc parfois ça peut être utile. Pour quitter le manuel, on appuie sur la touche Q. Et puis voilà un peu comment est organisé le manuel. Donc là j'ai fait un résumé dans le diaporama et avec un exemple pour la commande mkdir qui veut dire make directory, qui permet de créer des répertoires. Quelques raccourcis, on peut se déplacer dans le manuel, on utilise les flèches directionnelles. Si on appuie sur la touche espace, ça va nous déplacer de page en page. Une fonctionnalité qui est super intéressante, ce serait les mots à rechercher.
Donc si on ne connaît vraiment pas la commande et qu'on recherche par exemple un argument spécifique, on peut appuyer sur slash et chercher un mot. -n, ça va à la prochaine occurrence du mot recherché, -g, ça remonte au haut du manuel, et -q, ça quitte le manuel. Donc je prends un exemple, on va réouvrir le manuel pour man, pour ls, pardon. Et on va voir un peu les différents raccourcis qui existent. Donc là, avec les flèches directionnelles, je déplace de ligne en ligne dans le manuel. Avec la touche espace, je me déplace d'une longueur d'écran. Donc qu'est-ce que ça veut dire une longueur d'écran? En fait, ça veut dire que si mon écran ici s'arrête en bas à -d directory, à cet argument là, et bien quand j'appuie sur espace, ça va venir tout en haut de l'écran, ça va faire défiler d'une page en fait, ça reviendrait un peu à ça. Donc si j'appuie sur espace, vous remarquez que je suis tout de suite en haut dans -d directory. Ensuite, G, c'est pour revenir tout en haut du manuel, comme ceci. Si j'appuie sur slash, ça permet de rechercher des mots-clés. Donc par exemple, avec la commande ls, ça affiche la taille du fichier, mais ça affiche la taille du fichier en octet. Quand on fait ls-l, le fichier en fait il est en octet. Donc je vais prendre un exemple concret. Je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais faire un ls-l du dossier. Et là, vous remarquez que la taille ici, elle est en octet. C'est pas super lisible. Et il y a en fait une option qui existe pour mettre ça en format plus lisible. Donc on va faire comme si je ne connaissais pas cette option. Et on va faire une recherche. Donc par exemple, qu'est-ce que je rechercherai pour avoir une taille plus, comment dire, en kilooctets, mégaoctets, tout ça. Ben, je ferai sûrement une recherche avec le mot-clé size. Donc slash, je tape size. Je fais entrer, et là vous remarquez que chaque occurrence du mot trouvé est surlignée. Et en fait ici je suis à la première occurrence, et si j'appuie sur la touche N, je passe à la seconde occurrence, et ainsi de suite. Et là vous remarquez with-l print size in human readable format. Donc human readable format, ça veut dire format humainement compréhensible, pour faire simple. Donc là, en fait, je crois que je viens de trouver une autre option. C'est -h. Donc maintenant, je vais tout de suite tester ça avec... En associant la commande, l'argument -l avec le h. Si je fais ls-lh, on voit que j'ai les tailles en kilooctets et même en mégaoctets. Ça s'affiche dans un format humainement compréhensible. Donc voilà un exemple concret de comment on utilise la recherche. Ensuite, dernier raccourci, c'est Q pour quitter le manuel. Voilà, je crois que j'ai tout montré. Et il reste encore quelques raccourcis qui sont utiles, pas dans le manuel, mais lorsqu'on utilise la console. Donc je vais tous les passer en revue. On a les flèches ou bas qui permettent de consulter l'historique des commandes récemment tapées. Donc je vais vous montrer tout de suite après à quoi ça correspond. La touche tabulation qui permet de compléter automatiquement le nom d'une commande ou d'un argument. Donc ça complète le texte à notre place et ça c'est super pratique. On gagne un temps fou. On a CTRL-TC qui arrête la commande en cours. Ça encore on s'en sert très souvent. CTRL plus Z, bon là je l'ai mis mais honnêtement on s'en sert quasiment jamais. CTRL-L qui efface le contenu de la console, que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises dans cette vidéo. Et CTRL-A qui ramène le curseur au début d'une commande. Donc on va tout de suite montrer tout ça. Donc premièrement, les flèches directionnelles haut et bas du clavier permettent de consulter l'historique. Donc si j'appuie sur ma flèche haut du clavier, vous remarquez que je remonte dans l'historique des commandes que j'ai tapées. Comme ça m'évite de les retaper. Et la touche directionnelle bas pour descendre dans l'historique. Ensuite, il y a la touche tabulation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super pratique. Moi, je vais prendre un exemple bien concret. Si je remonte dans mon répertoire, je veux aller dans mon répertoire tuto-console. Malheureusement, je suis vraiment très flemmard et j'ai pas envie de taper tout ça. Comment je fais? Je tape CD, je tape T majuscule, j'appuie
2 fois sur tabulation, et là il me propose un ensemble, il me propose tous les, comment dire, tous les répertoires qui commencent par un T majuscule. Donc là j'en ai 3, donc je vais rajouter un U pour lui faire comprendre que je ne veux pas le dossier téléchargement, mais que je veux aller dans mon dossier tuto console. Je rajoute un U, je fais tabulation et il me complète en tuto. Pourquoi est-ce qu'il ne me complète pas en tuto console? Parce que tout simplement parce que tuto-console et tutoriel-vidéo commencent tous les deux par tuto. Et c'est après qu'on voit les premières différences. Donc en fait, il faut encore que j'indique que je veux aller dans mon dossier tuto console, et pour cela, il faut que je mette un tiré pour que l'autocomplétion, c'est comme ça que ça s'appelle, comprenne que je veux aller dans le dossier tuto-console. Et maintenant, j'appuie sur Tab et ça se complète automatiquement. C'est la même manière pour les commandes. Imaginons que j'ai oublié une commande, je sais qu'elle commence par MKD, ou par MK, disons voir carrément, mais j'ai oublié la suite. Ben, il suffit que j'appuie sur 2 fois sur l'autocomplétion, donc tabulation, et là j'ai donc toutes les commandes qui commencent par MK. Donc j'aimerais vous montrer mkdir qui est ici, et comme ça je retrouve la commande qui permet de créer des dossiers. Donc si je fais mkdir, il existe plusieurs commandes qui commencent par mkdir, j'ai pas de chance. Mais je vais vous montrer que ça peut nous permettre de retrouver des commandes aussi. En revanche, si je tape L, imaginons que j'ai envie de retrouver ls, si je tape seulement L et que j'appuie 2 fois sur l'autocomplétion, donc sur Tab, là en fait il me dit qu'il y a 134 possibilités, donc ça va prendre beaucoup de place, et il me demande gentiment si je veux vraiment les afficher ou pas. Donc là on va mettre non. Ensuite, c'est à peu près tout. Donc l'autocomplétion, ça complète à notre place de manière intelligente, à utiliser vraiment très souvent, c'est très pratique. Ensuite, maintenant je vais vous montrer un peu le CTRL-TC qui permet d'arrêter un processus. Donc si je fais top, ça me permet en fait d'avoir un petit gestionnaire des tâches avec les processus qui se lancent, l'utilisation CPU et mémoire. Imaginons que je souhaite arrêter ce programme parce que là il tourne mais je ne sais pas comment l'arrêter. Si je fais, il faut que je fasse CTRL-C. Comme ça, ça arrête le programme. Et j'ai de nouveau accès au prompt. Je peux retaper des commandes. Donc maintenant, je vais vous montrer CTRL-Z, top, qui aura à première vue le même effet que CTRL-C, sauf que la place de, de terminer le processus, ça l'endort, ça le met en pause. Et pour le remettre au premier plan, je fais FG pour foreground, et du coup, je relance mon processus. Chose qui n'est pas possible si j'aurais fait CTRL-C, qui le tue. Voilà. Et ensuite, c'était quoi le dernier raccourci? CTRL-L et CTRL-A. Donc CTRL-L, CTRL-L, j'ai toujours l'habitude de dire CTRL, c'est CTRL en réalité. Si je fais CTRL-L, ça efface l'écran. Enfin, ça efface. C'est toujours présent en haut, mais disons voir que ça efface l'écran, ouais, c'est pour avoir quelque chose de plus visible. Ça revient à faire la commande clear. Donc si je remets du top pour remplir l'écran, que je fais la commande clear, ça revient exactement au même que si j'aurais fait CTRL plus L. Et enfin, la dernière commande, enfin pas la dernière, mais le dernier raccourci que je présente, parce qu'il y en existe bien d'autres. Si je tape une commande qui est très longue, donc imaginons que je tape n'importe quoi, et que je souhaite revenir tout au début, ici, au niveau du prompt. J'ai deux choix, soit j'y vais avec les flèches directionnelles et ça prend un peu de temps, le temps que ce curseur se déplace, soit j'utilise le raccourci CTRL-A qui va automatiquement placer mon curseur au début. Donc c'est pratique lorsqu'on fait une commande qui fait quelques lignes, ça peut nous faire gagner un peu de temps. Voilà, donc là j'ai terminé avec la première approche de la console. Dans la prochaine vidéo, donc je comptais faire en fait une seule vidéo avec la découverte comme je viens de le faire ici et quelques commandes essentielles. Malheureusement, je pense que ça va prendre un peu trop de temps, donc là je vais m'arrêter et je vais faire une deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, nous allons voir à peu près les commandes très utiles qu'on doit absolument maîtriser.
Donc pour vous donner un petit aperçu, on va voir les commandes qui permettent de se déplacer dans l'arborescence, dans les fichiers, qui permettent de lister, donc là j'ai déjà vu c'est ls, qui permettent de manipuler des fichiers, donc c'est copy, move, remove, tout ça, d'ouvrir des fichiers et de changer les droits d'un fichier. Donc ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, je vais couper cette vidéo, histoire que ça fasse pas 2 heures, pour que ça soit un peu plus compréhensible. Donc je vous conseille de revoir un peu le diaporama. Si vous trouvez des fautes d'orthographe ou ce genre de choses, signalez-le-moi. L'orthographe, c'est pas mon fort, pourtant j'ai fait un peu attention, mais c'est possible, c'est même certain qu'il y a quelques trucs qui restent. Et puis sur ce, bonne chance.